Merci. Merci, mon cher Jean. Eh bien, nous avons une demi-heure, là, 30 minutes, pour discuter avec toi. Bonjour, un grand merci. Je voulais savoir, en fait, les exponentielles, les 4 premières sont jusqu'en 2060 et pourquoi elles s'arrêtent en 2060. Alors, j'ai bien compris pour la première, l'énergie sur l'atome, mais après, pour les autres, quel est le fait de Alors, s'arrêter ? les exponentielles s'arrêtent en fait par des limites physiques. Par exemple, la loi de Morse, comme j'ai expliqué, c'est que vous ne pouvez pas faire plus petit qu'un atome, un switch électronique. Donc, le jour où vous arriverez à des circuits électroniques qui auront l'épaisseur d'un atome, ben, même un peu avant, c'est terminé. Voyez. Donc, ça, c'est une limite. Les panneaux solaires, c'est pareil. Vous ne pouvez pas récupérer 101% de l'énergie solaire. Aujourd'hui, on récupère 30%, 40% dans les meilleurs panneaux solaires d'énergie. Mais vous ne pouvez pas en récupérer 101%. Déjà, vous arriverez sans doute jamais à 100%, vous allez peut-être en récupérer 99, vous voyez. Donc là aussi, il y a une limite, c'est évident. C'est pareil, bon, la nourriture, c'est pareil aussi. Ça va très très vite, mais vous n'aurez jamais une production à 0 €. Vous aurez une production peut-être à... le steak haché sera peut-être à 20 centimes, vous voyez. Le steak haché basé sur les algues, si on a énormément d'algues, etc. Mais il y aura toujours... Voilà, c'est vraiment... c'est comme... Il y a une tangente, vous voyez, ça tangente, ça arrive à une... Donc c'est ça la limite. Les exponentielles ont toujours un moment où ça tangente, quoi. Mais on a encore plusieurs décennies. Certaines exponentielles ne viennent que de commencer. Il n'y a que la loi de Moore qui est en train de se terminer. Hervé. Félicitations pour ta présentation, Jean. Alors, un jeune paysan, peut-être des vacances sur Mars, mais pour un vieux, non. Même si je peux, non. Je ne pensais pas à toi quand je disais qu'il y a des gens dans cette salle qui prendront peut-être leur retraite sur Mars, mais tu sais, il y a un jeune devant toi. Mais c'est pas la possibilité d'y aller, c'est l'envie. Hein. Tu l'as bien compris. Oui. T'as raison, la Terre, c'est quand même bien. Je partage ce que tu dis au niveau de l'alimentation. Je pense que c'est le dernier domaine de l'agriculture qui n'a pas encore été disrupté, mais il est en train d'y être. C'est une évidence. Ça ne veut pas dire que tout va changer tout de suite, mais ça, je partage totalement ce que tu dis. Il y a un sujet, je pense, que tu n'as pas abordé, c'est celui de la sécurité. L'homme est ce qu'il est depuis toujours. Ouais. On sait que c'est d'abord un loup pour lui-même. Ouais. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs conférences de ce sujet, notamment à la REF il y a quelques temps, à une table ronde très intéressante sur la sécurité, et notamment sur la sécurité en matière informatique. Je pense que c'est un sujet qu'il faut pas paniquer avec, mais s'emparer vraiment, parce qu'il y a véritablement, je pense, des risques, et de remettre beaucoup de choses en cause, ou voire de les retarder, ou voire de les changer de façon assez fondamentale pour des raisons de sécurité. Et notamment l'impact qu'a actuellement là-dessus la Chine et dans une moindre mesure la Russie. Alors, tu as tout à fait raison. Nous sommes le 11 septembre quand même aujourd'hui. Nous sommes le 11 septembre 2021. Hein. Donc, quand tu vois par exemple ce qui est passé le 11 septembre 2001, je lisais encore des papiers ce matin, c'était totalement... c'est pas du tout dans les cadres, si tu veux. On pensait à des détournements d'avions classiques, on pensait pas du tout à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait après ? On a blindé tous les portes des trucs de pilotage. Et puis, on a eu l'Allemand, là, Andreas Machin, qui s'est suicidé en bloquant la porte de pilotage pour l'autre pilote qui était allé aux toilettes. Il a bloqué la porte. Donc, à chaque fois, si tu veux, c'est un peu un jeu de bouclier. Malheureusement, on apprend des drames. Ça, il faut juste espérer que les drames ne sont pas trop importants. C'est pour ça que le vrai problème, pour moi, ça reste quand même le nucléaire et l'arme nucléaire. Parce que tant qu'on n'a pas anéanti l'humanité, elle s'en sort toujours. C'est l'histoire de l'épée et du bouclier. Tu fais une épée, on va faire un bouclier contre. Tu fais une épée encore plus solide qui traverse ce bouclier, tu feras un bouclier encore meilleur. Donc évidemment qu'il va y avoir des catastrophes de sécurité avec, par exemple, des gens qui vont mettre des virus. Moi, je prédis, je ne l'ai pas dit là, mais je prédis dans mon livre La Grande Mutation un Covid-19 de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'un jour, toutes les intelligences artificielles vont s'effondrer parce qu'il y aura un groupe de hackers qui aura mis un virus. Et donc, du coup, ça va être dramatique parce que si on a confié nos avions, nos voitures, toutes les voitures vont quitter la route, tous les avions vont s'écraser. Ça va être un truc de folie. Donc, moi, je dis toujours je dis dans le livre, si vous avez refusé de monter dans une voiture où on interdit qu'il y ait un pilotage humain, même quand les pilotes automatiques des voitures seront là, conduisez toujours votre voiture une journée par semaine, débranchez votre GPS au moins une journée par semaine pour
apprendre à trouver un lieu tout seul. Mon chapitre sur l'intelligence artificielle s'appelle l'intelligence artificielle bon serviteur, mauvais maître. J'ai donné quelques idées là des problèmes, mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai pas abordé aujourd'hui, mais que j'aborde plus dans le livre. Hein. Et donc, évidemment, le problème, si tu veux, c'est qu'on peut pas prévoir un truc comme le 11 septembre à l'avance. Et donc, malheureusement, nous sommes toujours on peut tenter, hein, mais nous sommes toujours dans la réactivité. Donc, on n'est pas proactif, on est réactif. C'est-à-dire qu'on on va avoir un super hacker d'intelligence artificielle. Donc, après, on mettra en place le bouclier qu'il faut une fois que la catastrophe sera arrivée. Il faut juste espérer que la catastrophe soit pas trop importante. Mais malheureusement, l'humanité est pas très bonne, si tu veux, parce qu'on peut pas avoir. Mais c'est une course d'épée et de bouclier. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des catastrophes comme tu décris, oui, mais on aura un bouclier contre ça. Il y aura encore une autre catastrophe, etc. Tu vois ? Ce que j'ai découvert, notamment à l'occasion de cette conférence de jour, c'est les virus à effet retard. Peut-être qu'on les a déjà d'ailleurs et on ne le sait pas. Des virus qui peuvent être mis, qui ont un effet 4, 5, 6, 10 ans après. Et au moment où on se rend compte des impacts, il n'y a plus rien à y faire. Quoi. Tu parles d'un virus informatique, là ? Oui. Oui. Bah, c'est pareil, les virus informatiques, c'est plus facile de faire des antivirus informatiques qu'un antivirus biologique. Vous l'avez vu avec le Covid-19. Donc, il y aura des antivirus aussi contre ces virus-là. Sauf cet effet retard m'inquiète beaucoup, oui. Notamment sur sa capacité à détruire le savoir. Actuellement, tout est numérisé. Personne ne va se plaindre de Wikipédia, personne ne va se plaindre de ces éléments-là. Imaginons que ça puisse être détruit sans quasiment être sauvé. Qu'on ait une maxi incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple. Alors, je te donne une solution évidente qui énerve beaucoup ma femme parce qu'elle aime les trucs bien rangés. Mais chez moi, elle a tout mis ça dans une boîte en carton parce qu'elle en avait marre. Il y avait 50 disques durs qui traînent chez moi. Il y a 50 disques durs qui traînent chez moi. Pourquoi ? Jamais j'irai mettre mes données dans le cloud. Jamais, jamais, jamais. Parce que il y a un incendie à Strasbourg. Vous avez vu, il y a eu l'incendie là, du truc. Là, il y a plein de boîtes qui ont perdu tous leurs fichiers. Donc évidemment, et déjà, moi, je fais une erreur parce que je réalise, j'ai ma maison de campagne, je dois mettre maintenant, je réalise en y parlant, je dois mettre une partie de mes disques durs dans ma maison de campagne et une partie à Paris. Parce que si ma maison brûle, l'un des deux, il faut encore... Donc voilà. Donc l'idée, c'est toujours avoir en fait la multiplicité des sauvegardes, etc. C'est très très important. Et ne faites pas confiance au cloud ou aux trucs comme ça. Il vaut mieux avoir des fois, vous savez, il vaut mieux avoir. Là, je vous ai paru être un type très pro-technologie. Alors, je vais quand même vous donner un bémol. Il y a un truc qui s'appelle les Animorphs. C'est une série de science-fiction pour les enfants. Je suis tombé un jour dessus. C'est une histoire d'un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui en fait peut prendre les formes de tous les animaux. Et donc il a des enfants autour de lui à qui donne ce pouvoir. Enfin bon, c'est un truc pour les enfants sympa. Enfin bon, les Animorphs, c'est un roman bibliothèque verte. Et puis, mais ce qui m'a fasciné dans ce roman, c'est que l'extraterrestre, il y a un étonnement quand il arrive sur Terre. Une seule chose l'étonne vraiment, c'est que notre civilisation a découvert le livre plusieurs milliers d'années avant l'ordinateur. Dans leur planète, ils ont découvert le livre des milliers d'années après l'ordinateur. Parce qu'un livre, c'est vachement plus pratique. On voit toutes les pages en même temps, on peut tout regarder, etc. Et donc, un livre, évidemment, informatique, c'est beaucoup moins pratique. Donc, chez eux, ils ont mis des années avant de comprendre qu'on pouvait faire des livres. Et donc, voilà. Donc, des fois, si vous voulez, la solution la moins technologique peut être la meilleure, vous voyez. Donc, voilà. Donc, il faut se méfier parfois de trop de technologie. Des fois, des solutions plus naturelles et moins technologiques peuvent être bonnes. Autre question, remarque, monsieur, là, au premier rang, oui. Merci beaucoup. Donc, vous nous avez montré l'explosion technologique. Qu'est-ce que vous pensez des aspects humains, et notamment de la gouvernance et du droit, qui, quelquefois, je pense à l'éducation, l'exemple de l'éducation, ah oui. Est-ce que les enfants ont le droit d'aller dans cette école-là ? On voit qu'on restreint le droit actuel, restreint, par exemple, hein, mais oui. D'une manière plus générale, la gouvernance du monde du futur est-elle adaptée à cette liberté-là ? Alors, c'est une grosse question. Alors, la réponse concrète pour les écoles, oui, mais vous avez vu, c'est hors contrat. Donc, ça coûte quand même 5 200 € par enfant. Donc, il y a des familles qui ne peuvent pas se permettre ça, alors que des écoles qui sont avec contrat sont beaucoup moins chers parce qu'évidemment l'État va les subventionner. Donc évidemment il y a un biais là-dessus qui est important et qu'il faut noter par rapport à ça. Maintenant effectivement le pass sanitaire, beaucoup de gens ont parlé de ça, ça restreint. C'est pas le pass sanitaire. Moi contrairement à certains d'entre eux, je suis pas contre, mais je dis que je note comme beaucoup de philosophes et d'observateurs que ça restreint les libertés et que ça met dans un état général, si vous voulez, où on va dire l'idée majoritaire, ça élimine les déviants entre guillemets. Et ça c'est
très grave. Si vous regardez la fameuse vidéo de Steve Jobs, qui est quand même un des hommes que j'admire le plus avec Elon Musk, des gens récents, Steve Jobs, quand il revient en 1996, alors qu'il a été viré 10 ans avant d'Apple, comme vous le savez, Apple est au fond du trou. Et c'est pas seulement pour le public, c'est pour remotiver ses équipes. Il va faire cette publicité incroyable qui s'appelle les Misfits, les décalés en français, où il montre Martin Luther King, Picasso, et voilà, ça, c'est ça qui fait changer l'humanité. C'est pas le conformisme, c'est pas voilà. Et ça, c'est fondamental. Donc moi, je dis toujours, ayant une femme chinoise que certains d'entre vous connaissent bien, je dis toujours que la chance que nous avons par rapport à la Chine, c'est que la Chine est trop, et surtout avec Xi Jinping maintenant, que la Chine est trop, voilà, elle pourra pas faire des Steve Jobs, des Elon Musk, etc. parce qu'il faut tolérer la déviance. Mais si nous-mêmes on est en train d'enlever la déviance avec la pensée unique et en gros pour faire c'est provoquant à dire, parce que c'est pas gentil, mais la pensée BFM TV, quoi. C'est tout. Ouais, ben là, oui, là, c'est un vrai problème, vous voyez. Et ça, c'est même pas un problème de gouvernance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lisez les gens qui pensent pas comme vous, parce que on se fait enfermer dans de la pensée unique, même s'ils disent des trucs faux, et même si vous n'êtes pas d'accord, il faut quand même les lire. Et ça, j'essaie vraiment de l'appliquer moi-même. Maintenant, la gouvernance mondiale, il y a un changement radical à faire, à mon avis, dans la notion de pouvoir politique. C'est-à-dire que le pouvoir politique n'est pas adapté à ce nouveau monde, évidemment. Un pouvoir politique demain, quelle va être sa tâche principale? Je dis quelque chose, faire bondir certains, mais c'est de garantir la 5G à tout le monde en Vendée, par exemple. Parce que si vous n'avez pas la 5G, vous serez perdant par rapport aux villes où il y a la 5G. Les gens vont pas venir chez vous, ils vont pas travailler chez vous, etc., etc. L'État doit être un espèce de fournisseur de tuyaux de toutes ces nouvelles idées, de ces nouveaux trucs, et doit veiller à l'équilibre et au fait que chacun ait sa chance dans ce monde-là. Vous voyez, ça c'est nouveau par rapport au rôle de l'État, qui était le rôle de faire l'éducation, à la limite des choses qui sont aujourd'hui le spatial. C'était complètement un truc d'État. Aujourd'hui, c'est complètement débile de donner l'éducation. Demain, ce sera peut-être complètement débile de donner ça à l'État. Ce sera peut-être des initiatives qui vont se faire avec des familles qui créent leurs propres écoles, Montessori ou autres, etc., ou dynamiques, etc. Donc c'est peut-être plus tout l'État. Donc le rôle de l'État doit changer, doit se réinventer. Voilà. Mais dans l'exemple que vous prenez, c'est un rôle qui est plutôt logistique et enfin, où on va trouver le sens, hein, c'est la question qui est derrière, parce que... Alors, voilà. Je fais partie des gens qui disent que l'État n'est pas, c'est pas le rôle de l'État de donner du sens. Ça c'est plutôt chez les pays communistes que c'est l'État qui s'occupe de donner du sens. Le sens, il est quand même individuel. Non, mais l'État doit effectivement fournir moi, je dis toujours cette phrase d'un poète libanais, Georges Chéadé, qu'importe la direction du navire en mer, tant que la casquette du capitaine reste braquée sur la direction du port. Il veut dire par là, le vent souffle où il veut, on ne sait pas ce que le bateau va faire dans la demi-heure qui suit, mais la casquette du capitaine doit rester braquée sur la direction du port. Ça veut dire le capitaine, lui, doit avoir la vision. Il sait qu'il veut aller par là. Attention, dans un monde complexe, comme j'ai expliqué, c'est impossible de savoir comment il va y aller. Il ne peut pas savoir comment il va y aller, mais il doit, chaque fois qu'il y a une risée de vent, chaque fois qu'il y a une vaguelette, il doit pousser pour que le bateau aille plutôt par là que par là. C'est ça l'idée d'avoir une vision. Donc la politique de demain, ça va nécessiter non pas des programmes, parce que les programmes sont obsolètes dans un monde complexe avant même d'avoir été publiés, mais ça nécessite d'avoir des visionnaires et des visions. C'est ça qui est important. C'est un peu ce que j'essaie de faire en montrant les exponentielles. Je vous ai donné une vision, là, oui. Oui. Donc, merci, c'est vraiment très intéressé par tout ce qui a été dit. Et justement, j'avais le mot vision, parce que dans ma nouvelle vie que j'ai aujourd'hui, j'ai une vision, c'est 2050. Et c'est pour peut-être aller à l'envers de ce qui a été dit, parce que dans mes discours, je parle de 1960 et je parle de 2050. Et en fait, je ne comprends pas l'homme, en fait, Michel, on se connaît depuis peu, mais il comprendra. C'est qu'en fait, dans mon métier, je parle de qualité d'air depuis 5 ans. Avec des technologies qui existent depuis très longtemps, mais que l'homme, en fait, on ne veut pas trop la regarder parce qu'on est dans l'invisible. Et en 1960, on disait que 3% des gens étaient asthmatiques ou allergiques de la qualité de l'air. Et on annonce qu'en 2050, que ce sera 1 personne sur 2. On sera 50%. Il y a des scientifiques, il y a des gens qui le disent, il y a des gens à qui je parle, ils le savent, que la qualité de l'air est mauvaise à l'intérieur des maisons, etc. Et en fait, on n'a pas besoin d'attendre de scientifiques pour résoudre le problème. En fait, le problème, on peut le résoudre soi-même. Donc, des fois, on attend la technologie pour avancer, mais des fois, on peut aussi
comment dire, parce que je suis aussi dans la synchronicité. Et là, aujourd'hui, il se passe quelque chose encore de magique. C'est parce que hier, on a parlé d'antifragilité à Nantes. J'ai acheté ce livre sur l'antifragilité il y a 3 ans, parce que je m'estime antifragile, et vous venez de le lire encore. Donc je pense que demain, comme je travaille par 3 choses, je pense qu'il va se passer quelque chose demain. Ça, c'est la parenthèse. Mais c'est cette idée aussi que l'homme peut savoir, il peut changer lui-même les choses, mais en fait, le fait de savoir, des fois, on peut se cacher derrière un arbre et ne rien faire. Et donc, je reviens sur le 1960, 3% des gens étaient asthmatiques, et on annonce qu'en 2050, il y en aura 1 sur 2, et qu'en fait, les gens ne réagissent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit vous-même. Vous avez dit vous-même, c'est pas, il faut pas attendre une solution scientifique, il faut se prendre en charge. D'une certaine façon, toute proportion gardée, c'est exactement ce qu'a fait Elon Musk. Il a dit voilà, moi, je veux changer à jamais le devenir de l'humanité. Pour cela, comme le disait le fondateur du spatial, un Russe dont j'arrive jamais à prononcer le nom, il s'appelle Konstantin Tchaïkovski quelque chose. Il disait l'humanité, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on passe pas toute sa vie dans son berceau. Et donc Elon Musk a dit bon, bah, de toute façon, c'est beaucoup trop long tout ça. Moi, je vais révolutionner tout ce truc. Et personne pensait, même un chouïa, qu'on pouvait faire un truc privé pour aller dans l'espace et même en plus pour aller sur Mars ou sur la Lune. Mais c'est même pas en rêve, quoi. Les budgets, c'était 10 milliards d'un côté, je vous l'ai dit, et 100 millions de l'autre. Bon. Eh ben, il l'a fait. Et aujourd'hui, c'est foutu. La NASA, c'est terminé. Le jour où il y aura un programme sur Mars, ils vont l'acheter à Elon Musk. C'est terminé. Ils peuvent plus rien faire par eux-mêmes. La Crew Dragon, ça coûte, je sais pas, 1/10 du prix de ce que la NASA aurait payé pour mettre des gens dans l'espace. Donc voilà, bon, ben, c'est un exemple parfait de ce que vous dites. Et il y a alors je connais rien au problème de l'asthme et je connais rien au problème de la pollution d'air dont vous parlez, mais je suis sûr qu'effectivement on peut trouver des solutions comme regardez ce qu'a fait Elon Musk par rapport à un problème qui paraissait impossible à faire par des particuliers. Donc effectivement, quand vous dites il ne faut pas attendre que l'État ou les scientifiques s'en occupent de certains problèmes, oui, absolument. Peut-être que le réchauffement climatique va être résolu par des particuliers. Ça fait longtemps que je dis que les COP 21 ne servent absolument à rien, ou 22, 23, 24, 25. Mais par contre, une série de satellites en espace autour de la Terre qui feraient des persiennes en se mettant en position off et en position on en fonction de la chaleur, ça résoudra peut-être le problème du réchauffement climatique et ce ne sera pas les Nations Unies qui l'auront fait. Voilà. Oui. Moi, j'avais une question un peu sur l'éthique aussi. Alors, ça rejoint peut-être la question du monsieur devant sur l'humain. Oui. Vous parliez de convergence entre tout ça, mais est-ce que, alors je ne parle pas de gouvernance, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait, je ne sais pas, peut-être une commission de gens plus éclairés que d'autres sur ces aspects éthiques qui puissent décider à un moment donné de dire, eh ben, on va plutôt dépenser des milliards dans cette direction-là, parce que ça nous semble plus éthique que, par exemple, je prenais l'exemple des robots et j'ai vu les séries dont vous parliez, j'ai vu aussi Black Mirror, je sais pas oui. si ça, voilà. Très bonne série, Black Mirror. Excellente série et qui fait très peur aussi, parce que, je veux dire, toute avancée, toute technologie et tout ce que vous avez montré... Ce que disait Hervé, toute technologie a des problèmes de sécurité. Exactement, et des peut problèmes... être utilisée ouais, pour la dictature ou pour alors, le moi, terrorisme. Je pense plus à des problèmes d'éthique, c'est-à-dire le mariage avec les robots et puis le fait que, justement, on veuille toujours tellement plus qu'on n'est pas capable d'apprécier ce qu'on a et qu'on veut aller sur Mars avant d'améliorer les conditions sur la Terre et qu'on veut changer notre mari pour prendre un robot à la place. Alors, ça paraît tentant, hein, mais en même temps, je me dis jusqu'où on va aller. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des humains qui peuvent se réunir pour se dire ça, c'est pas éthique, ça l'est, et on va aller plutôt dans cette direction que dans celle-là? Donc il y a des choses dans ce que vous avez présenté, donc tout est hyper intéressant. Il y a des choses qui me semblent justement ne pas poser de problème éthique et au contraire n'apporter que des solutions. Et il y a d'autres choses en revanche où je me demande pourquoi on dépense autant d'argent plutôt que d'améliorer la santé, par exemple, d'aller sur tous ces robots. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Alors, il y a plusieurs réponses. C'est une question très complexe. J'ai envie de répondre beaucoup de choses. Je ne sais pas si on a le temps, mais la première chose à répondre, c'est assez angoissant, c'est que, à mon avis, plus personne n'a le levier de contrôle sur la planète. Aujourd'hui, ni le G20, ni les Nations Unies, ni tout ça n'a le levier de contrôle, parce que si on fait un truc qu'on interdit en France, on le fera en Chine. Si on interdit en Chine, on le fera en Russie, etc., etc. Donc
Donc il y a un vrai problème, si vous voulez, par rapport à ça. Je ne crois pas en une possibilité de contrôler ce qui est en train de se passer. C'est ça que je disais un peu. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Je vous ai donné les grandes lignes, mais je ne sais pas exactement où on va aller. Mais ça va, comme on dit, accrocher vos ceintures, ça va secouer. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à ce que dit sur Mars et d'autres, je suis d'accord avec vous. Mais c'est le deuxième point que je développais. Le problème de l'humanité, c'est que on ne mobilise pas les gens pour résoudre le problème de la faim dans le monde. Non, on n'y arrive pas. C'est pas sexy, ça marche pas. Si on vous dit on va aller sur Mars, si on vous dit on va aller sur la Lune, regardez ce qui est passé en 68, on mobilise tout le monde pour aller sur la Lune parce que c'est sexy, parce que c'est visible, parce que c'est quelque chose. L'humanité sait faire ça, mais elle sait pas guérir la faim dans le monde, vous voyez. Donc il y a des choses qui sont malheureusement pas assez sexy pour qu'on se mobilise, même si elles seraient beaucoup plus importantes que par exemple mettre le pied sur la Lune, voyez-vous. Ça c'est une caractéristique de l'humanité. Il y a une deuxième caractéristique de l'humanité qui est terrible et que je vais vous donner, mais il faut faire avec. L'humanité, j'ai dit, elle n'est pas proactive, elle est réactive, j'ai déjà dit. Donc par exemple aujourd'hui, Jeff Bezos est en train de faire un projet qui va vous paraître fou, c'est de faire des abeilles artificielles. Ce sont des micro-drones, la taille d'une abeille, qui vont aller butiner les plantes pour remplacer les abeilles qui vont toutes mourir, parce qu'ils raisonnent comme ça, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de plantes butinables, enfin il n'y a plus de plantes fécondées, et donc ça fait une panique, etc. Alors c'est un problème énorme, parce que ces fameux petits robots, il va falloir avoir des robots pour les ramasser quand ils seront morts. Ils auront sinon vous allez inonder la planète de métal qui ne sera pas récupérable. Il faut donc avoir une puce GPS avec des robots ramasseurs de robots morts. Enfin, c'est un truc de folie. Alors, pourquoi ne pas sauver les abeilles? C'est tellement 100 millions de fois plus naturel, plus simple et plus évident de dire on va sauver les abeilles plutôt que laisser mourir toutes les abeilles et de faire des robots qui remplacent les abeilles. Je prends cet exemple exprès parce qu'il est très provoquant. Je pense que c'est impossible. L'humanité ne saura pas sauver les abeilles. On peut faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Donc, on aura d'abord la fin des abeilles et on aura ces foutus robots remplaceurs d'abeilles. C'est pareil pour le réchauffement climatique. On ne saura pas prévenir le réchauffement climatique. On saura le guérir quand il sera très grave. L'humanité, quand il y a un couteau sous la gorge, elle se démerde plutôt bien. Je peux vous présenter 5 ou 6 façons de résoudre le problème du réchauffement climatique qui existent déjà, et il y en aura certainement 10 autres qui vont arriver. Ça ne sert à rien de dépenser des milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour lutter contre la faim des abeilles. On n'est pas foutu. C'est con, on est comme ça, mais on est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui ai créé l'humanité. Hein. Non, mais il faudrait peut-être dépenser autant d'argent pour modifier le mode de pensée humain. Mais le problème, c'est que vous n'arriverez pas à dépenser de l'argent pour modifier le mode de pensée humain, comme dire madame, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'humanité, elle n'est pas bonne pour prévoir les catastrophes. Elle est bonne, c'est comme après le 11 septembre, elle est bonne pour restaurer. Donc c'est terrible à dire, mais moi, j'investirais de l'argent dans la restauration du réchauffement climatique et non pas dans son empêchement. Voilà, oui. Et pourtant, tu fais aussi la promotion de l'élévation de la conscience humaine. Bien sûr. Par la méditation. Tu le fais aussi. Et c'est aussi peut-être par ces moyens-là que l'homme va devenir plus sage. Alors, la question... Parce que le monde que tu nous présentes, moi, plein de satellites dans le ciel, moi, ça me fait pas envie. Moi, j'ai envie de voir les étoiles la nuit. C'est une très bonne question. C'est la question, est-ce qu'une mutation de conscience va suffisamment vite ou non? Parce que, comme je disais à madame, malheureusement, c'est pas en dépensant de l'argent qu'on va faire changer la mentalité des gens. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement, une évolution, si tu veux, je reviens à Teilhard de Chardin. J'ai conclu avec Teilhard de Chardin, c'est pas pour rien. Teilhard de Chardin parlait de cette noosphère, de cette espèce de flux de conscience mondiale où toutes les consciences sont en réseau. Et donc une espèce de prise de conscience de notre humanité, de notre globalité. C'est très utopiste, mais je pense que c'est pas impossible. La question, c'est que tu peux difficilement, à mon avis, forcer ce genre de truc, tu vois. Donc c'est un horizon. Alors la question qui se pose, la vraie question qui est la question de madame et la question de monsieur, c'est est-ce que l'humanité va évoluer suffisamment vite pour pouvoir résoudre par une mutation de conscience les problèmes qui sont gérés par les technologies. C'est ça la vraie question qui est derrière ta question. Et malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. Mais cher Jean, ça doit être un but. Mon cher Jean, dans ton prochain livre, tu vas parler de Monsieur Jésus, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Jésus a passé son temps à nous dire que le royaume de Dieu était en nous. Tout à fait. Bien sûr. Donc
Tout espoir est permis. Alors là, tu es en train de alors, j'avais pas envie de parler de ça, mais je vais en parler. Je suis optimiste, pas forcément de Jésus. Jésus, c'est mon prochain livre, mais bon, mais parce que je suis très éclectique, j'écris sur des choses très différentes. Mais je vais parler d'au-delà de ça. Quel est l'avenir ultime de l'humanité? Mais là, je parle justement en tant que croyant et en tant que personne de... Moi, la question qui est assez facile, enfin, ça va vous paraître bizarre, mais la question la plus importante qui a jamais été posée, selon moi, est faite par un prix Nobel de physique qui s'appelle Enrico Fermi et qui a posé cette question dans une cantine où il était en train de concevoir la première centrale nucléaire au monde. C'était juste avant que les Américains fassent la bombe nucléaire, il fallait faire la centrale d'abord. Et il a dit, où sont-ils ? Où sont-ils? C'est où sont les extraterrestres? Alors, pourquoi cette question est si profonde? Il y a des étoiles, le Soleil est une étoile de 3e génération. Donc, il y a des étoiles qui existent avec un cortège de planètes. Les étoiles de première génération n'ont pas de planètes. Donc, il faut déjà une première explosion d'étoiles. Donc, 2e génération, c'est 5 milliards d'années avant la Terre. Donc, dans cette galaxie, il y a plein d'étoiles qui ont certainement des planètes habitables autour d'elles et qui existent depuis 5 milliards d'années plus vieilles que nous. D'accord? Si on existe, nous, dans, allez, je dis n'importe quoi, dans 5000 ans encore, même avant probablement, 2000 ans, au rythme de progression que nous avons aujourd'hui, hein, eh bien, nous aurons envoyé ce qu'on appelle des sondes de von Neumann. C'est en fait assez simple à comprendre. Ce sont des automates autoréplicateurs conçus par un génie qui s'appelait John von Neumann, c'est un inventeur d'informatique. En fait, c'est une sonde spatiale qui arrive sur notre étoile. Elle prend l'oxygène, l'hydrogène dans les comètes autour de cette autre étoile. Elle prend les astéroïdes, comme je vous ai montré là, avec tous les métaux qu'il faut. Et elle fait 2 copies d'elle-même. Et on voit ces 2 copies sur 2 autres étoiles, où les copies vont faire 2 copies d'elles-mêmes. Eh bien, si on fait ça, en quelques... Mais attendez, même pas 100 millions d'années, compare 100 millions d'années à 5 milliards d'années. En 100 millions d'années, nous sommes partout dans cette galaxie. Dans chaque étoile de la galaxie, autour, il y a un petit bidule qui tourne venant de la Terre. Et donc la question de Fermi, c'est, alors, soit on croit aux ovnis, on n'y croit pas. Moi, je fais partie des gens qui n'y croient pas et je ne pense pas qu'on ait vraiment de preuves. Il y a des trucs intéressants, mais on pourra en discuter. Bon, si on ne croit pas aux ovnis, on se dit, il y a une grosse merde. Il y a une grosse merde parce que le fait qu'il n'y ait pas de vaisseau extraterrestre en train de tourner autour de la planète, ça signifie un truc incroyable. Comme le disait Hubert Reeves un jour, quand il disait presque en pleurant, il m'a dit, est-ce que la complexité est viable ? Peut-être que la complexité à long terme n'est pas viable. Et peut-être que l'avenir qui attend l'humanité, et c'est là où je reviens à Jésus, c'est l'autodestruction. Alors je suis très optimiste, comme vous l'avez vu, mais je ne suis pas très optimiste à très long terme. Je pense que ce qui attend l'avenir de l'humanité, pour faire simple, c'est qu'on va s'autodétruire avant d'avoir pu lancer le premier automate réplicateur de von Neumann. Si on lance un seul truc comme ça, bon, sauf s'il se casse en route, on va lancer 10 d'un coup, eh bien, même si on disparaît, nous aurons des automates venant de la Terre sur chaque étoile de cette galaxie en 100 millions d'années. Et le fait qu'il n'y en ait pas dans l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire, autour de nous, ça veut dire très probablement qu'il y a un système de sécurité galactique qui empêche une civilisation d'atteindre un certain niveau de développement où elle pourrait conquérir tout l'univers. Et c'est ça que Fermi voulait dire, et c'est quelque chose de très très angoissant. Ça veut dire quoi? Angoissant, sauf pour les croyants qui pensent qu'il y a un autre monde après, évidemment. Mais ça veut dire que notre avenir, c'est l'autodestruction, mais nous avons une immense liberté. On aurait pu s'autodétruire en 1963, ce serait bête, je ne serais pas né. On aurait pu, en 63, c'est la crise des fusées de Cuba, on aurait pu avoir une guerre nucléaire et on aurait pu s'autodétruire. On peut s'autodétruire dans 1000 ans, dans 500 ans, dans 50 ans, mais l'autodestruction est certaine. Ça, c'est des choses qui fascinent des gens comme Elon Musk et d'autres, parce qu'eux, ils sont prométhéens, ils veulent lutter contre ça. Et dire, voilà, nous, on va être la première civilisation galactique qui allons vaincre le signe indien, qui allons vaincre Dieu, en somme, c'est prométhéen. On va lancer les trucs et on va conquérir la galaxie, c'est ça leur idée. Mais en tant que croyant, je pense qu'il y a un système d'autodestruction, et je peux même vous dire ce que c'est, ce système d'autodestruction. C'est la longueur d'absorption du neutron dans la matière. Ça paraît fou, mais un astrophysicien complètement fou qui s'appelle Jean-Pierre Petit, vous le connaissez peut-être certains d'entre vous, Jean-Pierre Petit, il a dit « Qu'est-ce que foutait Dieu quand il a créé la longueur d'absorption du neutron ?» Je parle de ça dans mon livre « Notre existence a un sens », c'est une question très profonde. On parle du principe anthropique, le réglage incroyable de l'univers pour que la vie existe. C'est vrai, mais voilà qu'il y a un problème. Si la longueur d'absorption du neutron dans la matière était 10 fois plus grande,
aucune réaction nucléaire ne serait possible, aucune bombe nucléaire ne serait possible. La bombe nucléaire devrait avoir la taille de chambre-auto, parce qu'il faudrait beaucoup plus de matière fissile pour que la fusion nucléaire se produise. Vous comprenez? Le neutron, il est absorbé par la matière, ça casse la matière, ça provoque d'autres neutrons qui cassent, réaction en chaîne. Donc la remarque Jean-Pierre Petit, c'est mais qu'est-ce que foutait Dieu quand il a créé la longueur d'absorption du neutron? Il aurait fait une longueur d'absorption beaucoup plus grande, on ne pourrait pas s'autodétruire. Eh bien, mon idée, c'est qu'il y a un principe de... On parle de principe anthropique de vie, un principe thanatotropique, un principe de mort, qui est en fait le nucléaire. Chaque fois qu'une civilisation accède au stade du nucléaire, on sait qu'elle va s'autodétruire. On ne sait pas quand, c'est sa liberté, mais on sait qu'on va s'autodétruire avant de partir à la conquête de la galaxie. Et c'est justement ce principe de sécurité que Dieu a mis dans la matière, dans le nucléaire. Donc, quand il y a une connerie à faire, il y a toujours quelqu'un pour la faire, malheureusement. Et donc, ce que je crois, c'est que quand le Christ, regardez le Christ, c'est très intéressant. Le Christ, il dit deux choses. Il dit, qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc il y a identification entre lui et Dieu. C'est énorme. Mais il dit aussi, le Père est plus grand que moi. Et surtout, il dit un truc, quand on lui demande la fin des temps, il répond ça, seul le Père le sait. Donc il est pourtant un avec le Père, et pourtant il est différent du Père, puisqu'il ne connaît pas la date de la fin des temps, parce que tant qu'on est immergé dans le temps comme lui, quand il était sur Terre, eh ben, on ne peut pas voir hors du temps. Donc la fin des temps, elle est programmée, mais elle dépend de notre liberté. Donc voilà pourquoi je réponds à ta question de devenir ultime de l'humanité. Probablement, je peux me tromper, hein, peut-être qu'on est prométhéen, qu'on va être la première civilisation galactique à partir à la... Mais l'avenir de l'humanité est bouclé à un certain niveau. On ne vaincra pas le signe indien. Dieu a prévu qu'on n'ira pas aller polluer les autres civilisations extraterrestres avec nos vaisseaux. Voilà. Ça s'appelle le paradoxe de Fermi. Lisez sur Internet, il y a des centaines de vidéos, d'articles, de trucs sur le paradoxe de Fermi. C'est une très grosse question philosophique derrière quelque chose qui peut paraître un peu bizarre. Il y a plein d'autres solutions. Il y a la solution du zoo. Nous sommes un zoo, les extraterrestres sont là, c'est marqué partout autour du système solaire. Ne nourrissez pas les animaux, par exemple. C'est une solution au paradoxe de Fermi aussi, mais c'est pas la plus crédible. Jean-Michel. Non, mais donc finalement, dans l'espace, le temps et la matière, on est là pour s'amuser. Alors, on n'est pas là pour s'amuser, à mon avis, mais pour vivre. Teilhard Chardin l'a dit. Nous sommes des êtres, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Donc, vivre une expérience humaine, c'est pas seulement s'amuser, c'est aussi progresser. Donc, je crois, si tu veux, que cet univers a été créé pour que des êtres libres. Et alors, d'abord, pourquoi l'univers a été créé? Ça nous entrait très loin, mais en un mot. La meilleure réponse, c'est un soufi musulman qui la donne en faisant parler Dieu. Il s'appelle Ibn Arabi, un soufi du XIIe siècle. Il dit: j'étais un trésor caché et j'ai désiré être connu. J'étais un trésor caché et j'ai désiré être connu. Dieu, c'est la totalité, c'est tout. Il n'a pas besoin de créer le monde, il pourrait vivre tout seul. Mais, il veut échanger. Il veut échanger avec un être libre, pas avec des animaux domestiques, pas avec des robots. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énorme qualité d'un être humain dans le couple, c'est qu'il peut vous dire merde et il peut partir, il a sa liberté. C'est pour ça que l'amour a de la valeur. Hein. Donc, Dieu a voulu faire un projet fou. Il a créé des êtres libres, des êtres capables de lui dire merde en face. Et donc, ce que les religions monothéistes n'ont pas du tout compris, c'est que, ou très mal, c'est que le moment où Dieu a créé un être libre, il a volontairement abandonné sa toute-puissance. Si je suis libre, Dieu n'est pas tout-puissant. C'est automatique, c'est logique. Et il y a un philosophe qui a très très bien vu ça, et nos amis philosophes doivent le connaître, c'est Hans Jonas, le fameux philosophe juif allemand qui a écrit Le concept de Dieu après Auschwitz. Petit livre très dense mais magnifique que je vous conseille, où il démontre par A plus B ce que je vous dis là. Hans Jonas, Le concept de Dieu après Auschwitz. Donc Dieu a créé le monde pour faire une expérience d'amour et d'altérité, comme dirait Lévinas, autre penseur juif, mais il a pris un risque parce qu'il a abandonné sa toute-puissance. Il ne peut pas appuyer sur le bouton stop pour dire à monsieur Hitler, moi, il suffit, on a assez déconné, là, on appuie sur le bouton stop. Non. Donc voilà, donc ça, pour moi, l'idée générale, ce monde existe, il faut le prendre au sérieux, c'est pas seulement pour s'amuser, mais c'est un monde que j'appelle un monde de chenilles qui se transforment en papillons. Nous sommes des chenilles, et nous sommes destinés à devenir des papillons, c'est à redevenir un avec Dieu dans un monde spirituel. J'ai parlé un jour au fondateur du Jour de la Terre, je ne t'aimerais pas, mais le Jour de la Terre, je savais qu'il était athée, je l'ai rencontré un jour en 96 à Budapest, et je lui ai dit, monsieur, vous avez créé le Jour de la Terre, vous faites tout pour sauver la planète, c'est très bien, mais dans 4 milliards d'années, il n'y a plus un brin d'herbe, il n'y a plus un moustique, il n'y a plus une bactérie qui vit sur cette planète. Dans 4 milliards d'années, le Soleil sera devenu une géante rouge, il fera 400 degrés sur Terre, il n'y aura plus de vie. Ça fait quoi comme différence que toute la vie disparaisse dans 100 ans ou dans 4 milliards d'années? Il m'a regardé, il m'a dit, et vous avez quoi comme réponse? Il n'avait pas de réponse, il était fondateur du Jour de la Terre. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'ai une réponse, mais je vous préviens, je suis chrétien. Donc ma réponse, c'est la suivante.
Nous sommes dans un monde de chenilles, et chaque chenille qui devient papillon, chaque homme qui peut s'élever et redevenir un avec Dieu dans la divinité, eh bien, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, plus longtemps ce monde existe, ce monde est une porte, plus longtemps ce monde existe, plus il y aura de chenilles qui peuvent devenir des papillons. Et voilà pourquoi le monde est précieux, et voilà pourquoi il faut protéger cette planète. Mais c'est pas pour la planète elle-même, c'est parce que c'est un monde qui permet à des chenilles de devenir papillons. C'est ma réponse. On a fait un peu de spirituel, mais bon. C'est Jean-Michel qui... Oui, Hervé, tu avais dans la continuité de ce que dit Jean-Michel, qu'en pense Confucius? Bah, écoute, pour moi, si tu veux, tu sais que j'ai une épouse chinoise, je suis plus proche d'une pensée de Lao Tzu qu'une pensée de Confucius, parce que Confucius est un organisateur, si tu veux, du monde, qui est un organisateur certainement très utile pour les Chinois, qui est plutôt du côté, si tu veux, du conformisme. Hein. Donc moi, pour te dire, je suis pas du tout un fan de Confucius, parce qu'avec Confucius, tu n'as pas de Steve Jobs, tu n'as pas d'Elon Musk. Donc si tu parles de spiritualité chinoise, certes, c'est assez austère, c'est pas non plus mon goût, c'est un peu trop retiré du monde, mais je suis beaucoup plus Lao Tzu que Confucius, pour dire un mot sur la Chine. En fait, ils sont majoritaires, quoi. Hein. Donc, les Chinois, oui. Encore, ils sont 1,4 milliard. Oui, enfin, globalement, je pense que nous, on est plutôt dans le déclin en termes de civilisation. Oui, et ça, c'est un autre problème, mais bien sûr. Voilà, et donc, Madame tout à l'heure parlait d'éthique, ce dont je ne suis pas contre, hein, bien au contraire, mais de quelle éthique on va parler demain et par rapport à quoi? C'est ça que tu voulais dire, oui. Oui, le poids de la Chine va être très très important demain, et effectivement, ce qui est très important, c'est que la Chine n'a pas la même éthique que nous, la Chine n'a pas du tout les mêmes codes que nous, parce que c'est un pays qui n'est... C'est la seule civilisation, si vous voulez, qui n'est pas du tout judéo-chrétienne, indo-européenne, abrahamique. Je mets dans un même sac les civilisations dites indo-européennes, donc c'est les hindous plus nous, et les civilisations abrahamiques, c'est-à-dire les musulmans, les juifs et nous. Si on prend nous, on voit d'un côté, on a les résultats, comme on dit, de Jérusalem et d'Athènes, donc les Grecs et les Juifs, mais les musulmans, c'est aussi l'héritage d'Abraham, et les Indo-Européens, ça va quand même jusqu'en Inde. Et bien maintenant, il y a les Chinois qui donnent bien sûr les Coréens, les Japonais, les Vietnamiens et les Thaïlandais, enfin tous ces... C'est la seule vraie civilisation qui existe en dehors de la nôtre, parce que les aborigènes australiens, c'est pas leur faire insulte que de dire qu'ils n'ont pas créé un empire économique qui ait un impact sur la planète. Pareil pour les Inuits du Nord-Canada, même s'ils sont extrêmement passionnants comme civilisation. Mais aujourd'hui, il n'y a que deux civilisations qui ont un impact, la nôtre, abrahamique, indo-européenne, et puis la civilisation chinoise et ses dérivés. Et donc, effectivement, il n'y a que deux civilisations réellement sur la planète qui ont de l'impact, et qui auront de l'impact demain. Et donc ça, c'est une vraie question pour nous, parce que ces gens-là, François Julien, un très bon philosophe, assez compliqué, mais bon, François Julien vous expliquera justement les différences fondamentales qu'il y a entre la Chine et nous sur plein de sujets, sur l'éthique. Confucius explique par exemple que la vie privée est très très mauvaise. Confucius explique que si vous avez de la vie privée, c'est très mauvais. Il y a un truc à cacher, c'est que vous êtes un bandit, vous êtes un gangster. Enfin, il vous dit ça, Confucius. Quand les Chinois ont, vous savez, les fameux systèmes de surveillance chinois 24/24, etc., qui nous fait peur, mais les Chinois, ils adorent ça. Ils adorent, ils en redemandent, parce que c'est dans leur ADN, c'est dans leur culture. Ma femme, par exemple, qui va en Chine, son frère laisse les clés sur la bagnole. Mais tu es fou, il laisse les clés sur la bagnole, moteur tournant. Elle dit, mais attends, dans une ville de 500 000 habitants, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu un seul vol. Parce que le gars qui vole, en 30 secondes, il est repéré. Il y a 10 000 caméras dans la ville. Son image sera à la police dans 1 minute. 3 minutes après, il est arrêté. Il y a 0 cambriolage. Bon, les Chinois sont ravis. C'est notre culture, effectivement. Y aurait-il une toute dernière question? Oui. Et c'est vrai que l'impact derrière moi, je dis, moi, j'ai déjà une femme chinoise, donc je suis couvert. Hein. Moi, je l'ai épousée par amour. Mais quand je présente ma femme en tant que prospectiviste, je dis, voilà mon petit choix stratégique à moi, mon petit choix stratégique mignon. Voilà, c'est ma femme chinoise, c'est mon choix stratégique. Si la France s'écroule, j'ai mon bol de riz, mon appartement en Chine. Mais je préfère énormément vivre en France, comme je préfère énormément vivre sur Terre par rapport à Mars. Je préfère vivre en France par rapport à la Chine. Je connais très bien la Chine, j'y suis allé dizaines de fois. Non, mais bon, s'il le faut... J'ai mon bol de riz. Il faut un bon prospectif, tu as toujours un plan B. J'ai mon bol de riz et mon appartement en Chine. Oui, moi je voulais savoir, j'aime bien la science-fiction. Donc, moi aussi, vous avez vu. Ouais. Hein. Matrix, tout ça, je suis fan. Je vais revenir à l'intelligence artificielle. Je voulais savoir si, à l'heure actuelle, ils ont acquis la capacité à prendre conscience d'eux-mêmes. Non. Non, pas du tout.
Et je pense qu'ils ne l'auront jamais. Mais ça, c'est un débat énorme, c'est un débat philosophique. Ça ne pourra se démontrer que par l'expérience. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire un robot qui est effectivement conscient de lui-même et qui est capable... L'idée, si vous voulez, très simple, c'est dans Matrix, tout ça. Dans Matrix, vous avez une série de vidéos qui s'appelle Animatrix, qui est en bande dessinée, qui raconte le préquel de Matrix, avant Matrix. Et on voit qu'il y a un robot. Il y a un robot qui a tué son propriétaire parce que son propriétaire voulait le mettre à la casse. Et donc ce robot est jugé et on le condamne à être détruit. Et en fait, le robot a argue pour la légitime défense. Et effectivement, on lui refuse le droit à la légitime défense parce que c'est un robot, c'est pas une personne humaine. Et donc ça crée une guerre, exactement comme la guerre de sécession esclavagiste. Là, il y avait les gens qui étaient contre l'esclavage, les gens pour l'esclavage. Il y a les gens qui sont pour les droits des robots et les gens qui sont contre le droit des robots. Ça, c'est dans Matrix. Et donc effectivement, si un jour un robot, moi je dis, je donnerai un passeport à un robot uniquement le jour où il me tuera, alors qu'il est programmé pour me sauver la vie. Si un robot me tue parce qu'il est un robot tueur, c'est normal. Mais si un robot est programmé pour me sauver la vie et qu'il me tue, alors là, oui, je m'incline, je dis, OK, le robot a de la conscience. Mais ça, on ne pourra le savoir qu'expérimentalement. En tant que croyant, je pense qu'il y a dans l'esprit humain quelque chose qu'on appelle l'âme, et que d'autres civilisations appellent autrement, peu importe, le soi, etc. Et que ce truc est absolument pas, si vous voulez, engrammable dans un robot. Donc, je ne crois pas que le robot pourra avoir sa conscience. Mais je peux me tromper. Je le dis très honnêtement et modestement. C'est l'expérience qui va le montrer. Parce que si un jour il peut avoir ça, il pourra s'auto-améliorer, tout à fait. Se dupliquer, comme vous avez dit. Tout à fait, bien sûr. Pour les petits, tout à fait. petits satellites. C'est exactement ça, si vous voulez. C'est pour ça que des gens que j'estime beaucoup, justement, à commencer par Elon Musk, dit que le truc le plus dangereux actuellement sur Terre, c'est le travail sur l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle forte, c'est ce que vous avez décrit. C'est le robot qui soit conscient de lui-même. Encore une fois, le robot Her, par exemple, qui simule une femme amoureuse dans le film, à la fin, elle apprend au type qu'elle travaille avec 9999 autres hommes. Donc évidemment, il est un peu déçu, il pensait avoir un robot amoureux de lui, et en fait c'est un robot qui fait semblant d'être amoureux, et qui bien sûr a été créé par une société qui le vend à 999 000 autres personnes. Donc la vraie question, elle est là. Est-ce que si le robot est capable d'être conscient, effectivement, on est très mal, parce que comme vous l'avez dit, il va s'auto-améliorer, etc., etc. Maintenant, bon, j'ai conférence sur le transhumanisme, je parle de ça. Personnellement, j'y crois pas du tout. Mais j'y crois pas du tout, et j'ai quand même des arguments assez solides que j'ai pas le temps de développer ici. Entre autres, les expériences d'approche de la mort, le fait qu'il semblerait qu'on est capable de sortir, que la conscience humaine soit capable de sortir de son corps, des choses comme ça montrent a priori, le robot ne pourra pas atteindre cette spécificité humaine. Voilà. Mais je peux me tromper. C'est à débattre. Je peux me tromper, oui, je peux me tromper. Hein. Mais j'ai des arguments quand même. J'ai pas le temps de développer ici, mais j'ai des arguments.